Être artiste, qu'est-ce que ça veut dire ? Bienvenue dans le podcast qui explore et interroge la condition d'artiste. Je m'appelle Blanche Cabanel. Journaliste et créative, je cumule les inspirations, les projets et les doutes existentiels. J'ai pour ambition de questionner la vie d'artiste pour évaluer la rançon de la gloire, des poètes maudits aux talents qui inondent les réseaux sociaux, entre les affres de la création et les étincelles de génie. Parlons-en avec mon invité du jour. Adèle Bréau écrit comme elle respire. Après 6 romans à succès que certains qualifient de feel good, elle vient de remporter le fameux prix Maison de la Presse pour son dernier livre intitulé L'heure des femmes et publié chez Lattès. Page après page, j'ai savouré cette histoire inspirée par le destin remarquable de sa grand-mère Meunier Grégoire, qui a été la première à libérer la parole des femmes sur les ondes à la fin des années 60. Adèle Bréau, c'est un peu Wonder Woman. Blogueuse, journaliste spécialisée dans la presse féminine, ex-rédactrice en chef de Elle.fr, directrice de la mode et de l'art de vivre chez Gala, mère de famille, élégante, toujours entre 2 rendez-vous, perpétuellement inspirée, on peut dire que tout lui réussit. Nous nous sommes retrouvés place de Clichy à Paris, dans un café beaucoup trop bruyant, mais je me suis dit qu'après tout, le bruit c'est la vie. Oui, donc on vient de se retrouver dans un café en plein milieu de Paris avec beaucoup de bruit autour de nous. Et ça fait partie du genre de scène qu'il y a dans ton dernier roman, L'heure des femmes, où Meunier Grégoire fait des entretiens professionnels ou des rencontres dans ce genre de lieu. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cafés dans tous mes romans, je pense, parce que c'est des endroits où je vais beaucoup, j'y vais pour travailler, j'y vais pour observer les gens. Je pense que c'est des lieux d'inspiration aussi et j'y allais aussi avec ma grand-mère, effectivement. Alors on a toujours l'image d'Épinal de l'écrivain qui est créé à la lueur d'une chandelle, qui vit retranché. Toi, tu as une vie très rythmée entre ton rôle de mère de famille, ton rôle de directrice de la mode et de l'art de vivre chez Gala, et tous les événements auxquels tu dois assister, les signatures. Comment tu trouves du temps pour l'écriture ? Et est-ce que tu as un petit rituel autour de ça ? J'écris souvent le matin, tôt, avant que tout le monde se réveille. Je pense que c'est un moment où c'est pas mal d'écrire de toute façon parce qu'on sort de ses rêves, on a peut-être davantage l'inspiration et moi j'ai pas de problème pour me mettre en route pour écrire, donc c'est des moments privilégiés. J'écris aussi beaucoup dans les avions parce que on ne capte pas, donc on n'est pas dérangé par toutes les notifications, donc c'est des lieux où j'écris très bien. Dans les trains, beaucoup dans les transports et dans les cafés, effectivement. Est-ce que tu te sens artiste dans ta façon de travailler ? Non, je ne me sens pas artiste. J'allais dire j'aimerais bien, je ne sais pas si j'aimerais bien en même temps, mais c'est vrai que je parle souvent des artistes parce que je vois ce groupe de personnes. Je m'en sens pas exclue, mais je ne me sens pas en faire partie. Je ne sais pas pourquoi, alors que j'ai écrit plusieurs romans et des romans, même si c'est des romans légers. D'ailleurs, il n'y a pas de hiérarchie esthétique, je pense, en littérature. Je pourrais me dire, je suis artiste car romancière, mais je ne sais pas si c'est un syndrome de l'imposteur ou si c'est une vision que j'ai des artistes qui ne correspond pas à la personnalité que je pense avoir. Peut-être parce que tu as une vie aussi très active autour qui te prend énormément de temps. Peut-être, mais je pense pas, parce que je sais pas pourquoi, pour moi l'artiste, j'ai une vision très enfantine des choses, et pour moi l'artiste, je sais pas, c'est soit un monsieur avec une palette à la main et de la gouache, ou si c'est un écrivain. Non, je sais pourquoi, parce que pour moi, un artiste, c'est quelqu'un d'un peu torturé, et je suis pas du tout torturée. Alors peut-être que je me sens illégitime parce que je suis pas du tout torturée. Ouais, justement, ce podcast s'appelle Maudits artistes. Est-ce qu'il t'arrive de douter, toi, quand même si tu n'es pas torturée ? Alors pour le coup, tout le temps. Ça m'empêche pas de dormir la nuit, mais même quand je dois écrire 200 signes même pour un magazine, j'ai toujours la peur quand je me mets devant le clavier. Je me dis, si ça se trouve, c'est parti. J'ai la peur de ce truc parce que comme j'ai une facilité d'écriture, je sais que c'est vraiment, c'est mon truc, c'est de ça que je vis et c'est ça qui me rend heureuse et c'est ce que j'ai choisi de faire.
Et j'ai toujours le doute, comme un sportif qui à un moment se dira ah ouais vraiment je joue moins bien, je le vois, de me dire que c'est parti. Et je réfléchis beaucoup à ce truc-là justement sur l'âge des artistes, sur le fait par exemple sur les compositeurs ou les chanteurs célèbres, de se dire que les tubes de la plupart, ils ont été faits à un certain âge, mais pas pour beaucoup, pas après, 40, 50 ans, de me demander si ça part, si on est ringard parce que peut-être on sent moins la société, ou si en fait on a une espèce d'acmé dans son talent ou son art à un certain âge qui fait qu'après on peut que redescendre, ou est-ce que c'est sinusoïdal. Ça pour le coup c'est un truc qui me taraude. C'est quoi ton ambition alors aujourd'hui ? Moi, j'écris pour être lu. Moi, c'est con de dire ça, mais je veux dire, j'écris pour être lu dans le sens où je parle beaucoup sur les réseaux sociaux avec mes lectrices et avec les gens. Je publie beaucoup de petits textes. J'avais commencé sur un blog et je le fais aussi sur Instagram. Et j'aime beaucoup quand j'écris ces textes-là. C'est souvent des petits moments de vie. Quand je me rends compte que ça touche plein de gens différents. Bon, c'est surtout des femmes, mais c'est ta force, parce que j'ai l'impression que ce que tu écris depuis toujours, quel que soit le média, ça a la faculté en fait de parler un peu à tout le monde, d'utiliser des Madeleines de Proust ou des réminiscences qu'on a tous plus ou moins vécues, notamment dans L'odeur de la colle en pot. C'était aussi, je pense, une direction que tu as choisie. Et est-ce que c'est un peu ton moteur ? Ah oui, moi ce que je veux, c'est soit effectivement sur des réminiscences, des souvenirs qu'on a tous, et moi mon rôle entre guillemets d'exhumer ces souvenirs et de les mettre un peu en mots pour qu'il y en ait plein d'entre nous d'âge et de milieux différents qui se disent ah mais c'est incroyable, c'est vrai, je me souviens, ou même des choses de la vie quotidienne. Quand j'ai plein de femmes, et c'est la force des réseaux justement, qui sont pas forcément des copines à moi, qui sont pas de ma ville, qui habitent même pas forcément en France, qui me disent ah mais c'est trop ça, ah mais ça me fait plaisir, pas de me sentir moins seule, mais un peu c'est ça, ah mais on ressent toutes la même chose. Et je pense que c'est je le note pas forcément, mais c'est des petites graines qui font qu'ensuite ça va créer un livre. En tout cas, chacun de mes livres, l'objectif c'est ça, c'est d'être fédérateur, et que la lectrice, quand elle le lit, ça fasse écho en elle sur quelque chose. Même au-delà de raconter une histoire, c'est vraiment ça mon but premier. Et dans la vie et dans l'écriture, est-ce que tu préfères le passé, le présent, le futur ? J'aime bien les trois, parce que j'écris des romans très très contemporains. C'est pour ça que j'avais jamais pensé à écrire sur ma grand-mère, malgré le fait que j'écris sur des femmes, qu'on était très proches, qu'elle a une vie ultra inspirante, parce que voilà, j'écris des choses très contemporaines. C'est toujours, j'y glisse des faits de société vraiment du moment. Je suis évidemment, et malheureusement je sais que c'est pas bien, il y a plein d'études qui le disent, très nostalgique. Je suis même nostalgique de la minute d'avant. C'est ce que j'allais te demander. Oh là là, regarder mes enfants, rien que d'une minute à l'autre, ça me donne envie de pleurer. Enfin, c'est dramatique à vivre. Mais voilà, donc le passé j'adore, et j'adore aussi lire tout ce qui est des trucs de science-fiction, donc j'aime bien, et j'avais écrit une petite nouvelle justement de science-fiction, j'avais adoré faire ça, donc finalement voilà, je suis plutôt à l'aise dans les trois, donc c'est cool. La nostalgie, c'est peut-être en fait la condition pour écrire, pour être écrivain. Alors ce qui est bien, effectivement, à l'instar d'albums photos, c'est que c'était le cas surtout dans L'odeur de la colle en pot, c'est que je me disais, au moins grâce à ces mots et à ces scènes que je peux recréer, ces moments ils seront pas totalement envolés, ils seront dans ce livre. Voilà, j'ai réussi un peu comme on prend des papillons là et qu'on met les aiguilles, je les ai mis dans un truc. Bon ok, ils sont passés, c'est triste, mais ils sont là. Et ça me fait beaucoup moins de peine d'ailleurs de relire, parce que c'est le seul de mes livres dont il m'arrive de relire des passages de L'odeur de la colle en pot, et ça me fait du bien, parce que j'aimais bien mon adolescence, et ça me fait beaucoup moins de peine en revanche que de regarder des photos anciennes de mes enfants. Ça je peux pas, quand Facebook me remonte des souvenirs, j'ai envie de me flinguer. Et quand on lit un livre d'Adèle Bréau, qu'est-ce qu'on peut trouver un peu entre les lignes ? J'essaye toujours justement de faire des romans légers, parce que mon objectif quand j'écris des livres, c'est qu'ils soient
facile à lire. Enfin voilà, oui, je veux pas qu'il soit ardu. Je veux que ce soit comme un moment de plaisir et où on suit des personnages et où ce soit facile, mais de glisser justement dans cette légèreté des questionnements, des petites des petites graines où j'ai pas forcément les réponses d'ailleurs et je donne pas mon avis, mais qui fait que quand on le referme, on se pose des questions sur ces choses-là qui peuvent être justement souvent des choses d'époque ou des problématiques de femmes. Oui, comme dans ton dernier roman sur l'évolution du rôle de la femme. Exactement. Comment tu vois la femme d'aujourd'hui ? Parce que justement, tu travailles vraiment toujours autour du féminin. Et la mode, on sait qu'il y a beaucoup de diktats aussi, mais en fait, tu t'intéresses à tout profil de femme, comme tu disais tout à l'heure. Donc, comment tu dépeins la femme d'aujourd'hui et les justement, c'est pour ça que c'était bien la fiction. C'est que j'ai pas vraiment de réponse. Je me pose évidemment des milliards de questions parce qu'on est tellement pluriel et complètement schizophrène, les femmes. J'ai travaillé longtemps au Elle, donc dans un magazine féminin. Je travaille sur le féminin. J'ai travaillé également sur les problématiques de violences faites aux femmes, des droits des femmes. Donc on est toujours tiraillés entre plein de choses, entre des diktats auxquels on se soumet, et puis la coquetterie, c'est aussi quelque chose qui nous plaît et sur lequel je travaille. Je travaille pour la mode et c'est parfois des choses qui rendent heureuse aussi, de se sentir belle. Enfin bref, tout ça c'est des questions de schizophrénie qu'on se pose tous les jours, et le fait de pouvoir mettre en scène des personnages et d'en mettre même plusieurs, et dans chaque femme de mettre toutes ces contradictions, ça ne me fait pas répondre à ces questions parce que je pense que personne n'a les réponses, mais ça me permet de poser ces problématiques et avec la lectrice de me poser ces questions. Et c'est vrai que dans le cadre de l'Heure des femmes, où j'ai mis un personnage de femme contemporaine, ça m'a permis de mettre en miroir l'époque où ma grand-mère a commencé à libérer la parole des femmes, donc la fin des années 60 et aujourd'hui, sans avoir à faire de longs discours, sans avoir à donner mon avis, mais à montrer les avancées et les reculs à travers la fiction. Et tu dis souvent le mot lectrice, tu t'adresses aux lectrices. Oui. Est-ce que tu penses que ça ne peut pas être une lecture masculine ? Alors, sur les précédents, par exemple la trilogie La Cour des Grandes, c'était vraiment, je pense que ça s'adresse clairement à une lectrice. Sur celui-ci, moins, c'est vrai, et je ne devrais pas dire lectrice parce que j'ai eu pas mal de lecteurs qui ont beaucoup aimé le livre et qui justement, j'ai été très touchée, m'ont dit mais je comprends mieux. Il y a même un monsieur qui a dit j'ai refermé le livre et j'ai regardé ma femme et je lui ai demandé comment elle allait. Donc j'ai trouvé ça quand même assez touchant. Et c'est vrai que j'ai beaucoup tapé sur les hommes, gentiment, mais dans pas mal de mes romans. Mais sur celui-ci, comme ma grand-mère justement avait un féminisme que je dirais très conciliant, et surtout elle adorait les hommes, son mari l'a beaucoup aidé dans sa carrière, elle avait des frères qu'elle adorait, elle a été mise à l'antenne par des hommes. Il m'a semblé vraiment important de brosser des personnages masculins forts aussi, même si c'est pas des personnages principaux, et dont on voit tout ce qu'ils ont pu faire pour œuvrer justement pour ce travail des femmes. Et c'est peut-être pour ça que les hommes qui ont lu le livre, et que j'invite d'ailleurs les autres à lire ce livre, même s'il y a le mot femme dans le titre, ont apprécié la lecture. D'accord, et en tant qu'autrice, quelle est ton obsession ? Est-ce que tu en as une ? Mon obsession ? Quelque chose qui revient tout le temps dans tes livres ou dont tu ne peux pas te départir, ta manie, ta lubie peut-être. Je sais pas si j'ai je sais pas si j'ai une lubie, peut-être effectivement celle de mettre toujours des cafés. Non, j'ai pas de lubie. En revanche, j'ai un truc, ça n'a peut-être rien à voir, mais que j'ai remarqué et dont il faut que je me défasse, c'est que je me sens pas le droit de peindre des choses qui sont trop loin de moi. Enfin, comme si justement j'avais pas le droit de mentir. Ça revient peut-être à parler de l'artiste. Par exemple, mes personnages ne conduisent quasiment jamais de voiture parce que je n'ai pas mon permis. Et du coup, quand c'est le cas,
j'ai l'impression que les gens vont se dire genre ah, vas-y. Dans ton dernier livre, tu dis que ta grand-mère est une des premières à conduire et que ça en jette. Absolument, mais parce que justement c'est ma grand-mère et je l'ai vue conduire, donc peut-être je me suis dit j'ai le droit elle de la faire conduire parce que c'est ma grand-mère et puis elle avait son permis. Bon après elle conduisait n'importe comment, hein, mais voilà. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il faut que je me débride de ce truc-là et que je m'offre plus de liberté dans la fiction avec mes personnages. Et quel moment tu préfères entre la première inspiration et la publication du livre ? C'est la première inspiration, clairement. Je sais qu'il y a des auteurs qui adorent le moment de la réécriture, du fignolage. Pour moi, c'est un vrai labeur. J'aime quand ça jaillit. J'aime écrire, j'aime produire. J'aime avoir les mains dans le cambouis. Je suis assez brouillonne sur l'écriture. Enfin, pour le coup, peut-être artiste dans le sens où tout ce qui est production j'adore. Après tout ce qui est la mise en œuvre, moi je travaille avec quelqu'un de merveilleux chez La Tesse où on travaille main dans la main, la pauvre, depuis mes premiers romans pour justement tout ce qui est le travail après de réécriture, d'élagage. Après j'ai très peu d'ego pour le coup, comme je sais que j'écris vraiment en jet. S'il s'agit de supprimer 3 pages parce qu'elle me dit ça me semble vraiment pas utile ou je pense qu'on a vraiment bien compris ce personnage, ce que tu voulais lui faire dire et ça c'est pas utile, ça me va très bien et j'ai aucun problème avec ça, mais c'est pas ma partie préférée du travail. Je crois que c'est Jack London qui disait que le talent n'existe pas en fait, qu'il n'y a que le travail. Alors toi ce serait plutôt l'inverse, tu dis qu'il y a plutôt l'inspiration qu'on écoute et puis le travail ça vient après. Bon, après ça reste du travail quand même, mais je le considère plus comme du travail parce que je pense que c'est plus difficile pour moi cette partie-là que la précédente, qui est plus un plaisir. Est-ce que parfois tu te laisses surprendre par ton écriture, par tes personnages ou est-ce que l'inconscient d'un coup se dévoile et te surprend dans ton écriture ? Mais tout le temps, vraiment. Enfin, vraiment, la plupart du temps, je me regarde écrire. Et parfois, je me regarde écrire et je me dis « Oh là là, ma pauvre !» Et parfois, je me dis « Ah, c'est pas mal !» Et pour le coup, il y a vraiment des personnages qui jaillissent, qui... forcément, ils sont sortis de quelque part, mais ça n'était pas conscient. Je m'étais pas dit, tiens, cette personne, typiquement dans l'Heure des femmes, les 2 sœurs Mireille et Suzanne, au départ, il n'y avait que Mireille. Il y a une scène où je me suis dit, tiens, il faut qu'elle elle doit parler de ce truc qui lui arrive, donc il faut qu'il y ait un personnage. Moi, j'adore les personnages de sœurs, donc tiens, elle va marcher avec sa sœur. Et puis, il s'avère que cette sœur a pris de plus en plus de place et que sa personnalité, mais c'est un peu imposé à moi. Je m'étais pas dit au départ, cette sœur Suzanne va être un personnage du livre. Est-ce que parfois ça marche comme une thérapie, l'écriture, et tu es au détour d'une phrase, tu te dis mais attends, mais tiens, ça c'est un indice sur... Je pense parce que les périodes où j'ai moins de temps pour écrire ou les périodes comme en ce moment où je suis davantage en promotion qu'en écriture, je me rends bien compte que je me sens, dire pas très bien, comme quand on a l'habitude de faire du sport et puis qu'en fait on se rend compte que ça fait 3 semaines qu'on n'en fait plus trop et qu'on se sent moins bien. Donc oui, je pense que ça a des vertus thérapeutiques. Et comment tu décrirais un petit peu ton style ? Je sais que c'est une question difficile pour un auteur, mais est-ce que tu saurais un peu décrire ce qui t'anime quand tu écris, le style que tu essayes d'employer ou au moins les émotions que ça réveille chez toi, l'écriture ? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent t'écris comme tu parles. Donc je sais pas comment le prendre, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Parce que c'est très fluide. Ce que j'aime bien, moi, c'est avoir une langue... j'adore la grammaire. Donc vraiment irréprochable en termes de grammaire, avec des beaux mots. Et mettre parfois un mot un peu... d'un langage un peu moins châtié. Un peu comme un look, où on mettrait plein de choses ultra chic et puis qu'on twist et hop, une pièce complètement farfelue. Ça, je trouve ça chic comme manière d'écrire et c'est ce vers quoi je tends. Et quel est l'auteur ou le livre qui t'a vraiment marqué, qui peut-être t'a fait réfléchir sur ta façon de voir le monde ? Il y en a eu beaucoup. J'en parlais, il y a Sagan qui m'a fait prendre conscience qu'on n'était pas obligé d'écrire 20 milieux sous les mers pour écrire. Ouais. C'est-à-dire qu'on pouvait écrire, j'allais dire sur rien.
sur juste la vie des gens, des marivaudages et de la psychologie ou des instants d'un couple ou d'une famille et que ça pouvait faire un livre. Ça m'a beaucoup débloqué. Il y a eu les Catherine Pancol, effectivement. Il y a eu Henri Troyat, où je me suis dit on peut être de l'Académie française et pareil, écrire des petites histoires, notamment À demain Sylvie, View, tous ces livres-là qui racontent un peu le quotidien, mais joliment et de manière appréciée aussi par des gens lettrés, on va dire. Et puis après, il y a eu toute la période des Gemma McInerney, Bret Easton Ellis, justement, qui écrivaient des trucs un peu plus dark, avec des écritures, justement, à la fois, pareil, très littéraires, mais dans laquelle on pouvait placer des choses soit ultra contemporaines comme des marques, soit des mots du langage parlé. Je pense que tout ça a amené finalement au fait que je me donne la liberté d'écrire finalement assez tard, parce que c'était à ma seconde grossesse, donc il y a 10 ans maintenant. Moi, j'ai été très touchée par les premières pages de ton dernier roman, quand le personnage de Mireille apparaît et son histoire avec son mari qui est difficile. Et j'ai trouvé que c'était décrit d'une façon extrêmement réaliste et touchante. Quels sont les personnages, toi, qui te touchent quand tu lis un livre, qui vraiment vont te parler immédiatement ? Je pense que les personnages qui me touchent le plus, c'est ceux qui ne montrent pas, qui sont toujours forts pour les autres et dont on voit rien. Et que moi, justement, en tant qu'écrivain, dont moi je peux montrer les fêlures internes que parfois il ne montre jamais et que seul le lecteur connaît. Et qui parfois transparaissent au fil de la fiction. La famille, ça semble être vraiment une source d'inspiration continuelle pour toi. Est-ce que vraiment c'est le socle de ta création ? Les choses se font de manière assez inconsciente, parce que en regardant effectivement mon œuvre, en tout cas récente, avec Frangine notamment, qui a très bien marché, et le livre sur ma grand-mère, je me suis dit que je tournais beaucoup autour de ma famille, mais non, ça n'est pas conscient. Dans Haute Saison aussi, il y a vraiment plusieurs familles. Dans Haute Saison aussi, mais comme j'aime parler des petites choses, j'aime avoir comme un microscope et faire le focus sur les relations humaines. Je pense qu'elles ne sont jamais aussi exacerbées que dans la famille, dans tout ce qu'elles ont d'attachement extrême et d'exaspération extrême. Et puis oui, c'est passionnant, les relations familiales, c'est des gens avec qui on est, avec qui on meurt, avec qui on vit, mais de manière plus ou moins proche au fil de la vie. Donc je pense que forcément, ça correspond exactement à ce que j'aime décrire dans mes livres. Je pense que c'est une belle manière de terminer l'entretien. Merci beaucoup, Adèle. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à l'évaluer. Et rejoignez-moi sur le compte Instagram maudit.artiste au pluriel. À bientôt.